Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Salier. Bonsoir, Raymond Barre dans la course présidentielle, c'est officiel depuis ce matin. Le candidat Barre met en garde contre le retour du socialisme et invite les Français à prendre un nouveau départ. Dans quelques instants, déclaration, réaction, portrait et analyse politique. Conclusion probable de la commission d'historiens sur le passé de Kurt Waldheim. Il n'a pas commis de crime de guerre, mais il a menti en affirmant tout ignorer des exactions nazies. À nouveau 2 Palestiniens tués dans les territoires occupés. Les troubles durent depuis maintenant 2 mois et le comportement brutal des militaires israéliens est mis en cause. 35 degrés à l'ombre, mais un accueil politique glacial pour François Mitterrand à La Réunion. Le président de la République lance un appel à la justice et l'égalité. La Grande-Bretagne dans la tourmente sociale, reprise dans les ports, mais les conflits persistent dans l'industrie automobile et dans les professions de santé. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Visage grave, visiblement ému, Raymond Barre a donc annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Entouré de sa famille et de ses proches collaborateurs, l'ancien Premier ministre a parlé en tout et pour tout 4 minutes et 40 secondes devant un parterre de 170 journalistes. Ambiance feutrée pour une déclaration qui se voulait différente. Direction Lyon, c'était ce matin. Mes chers compatriotes, depuis des années, je vous rencontre, je vous écoute, je dialogue avec vous. Un lien s'est créé entre nous. Dans 3 mois, vous choisirez un nouveau président. Vous le ferez dans une période difficile. Vous voyez mal l'avenir, vous êtes dans le doute. Le chômage continue à frapper, l'économie française ne crée plus d'emplois. C'est un fait, pendant le septennat qui s'achève, la France a reculé par rapport à ses concurrents. Et pourtant, les forces du renouveau sont en nous. Notre jeunesse est dynamique et généreuse. Nos entreprises, avec leurs cadres, leurs employés, leurs ouvriers, s'ouvrent à la compétition internationale. Nous sommes à la croisée des chemins. Si votre choix devait conduire au retour du système socialiste, dont vous ne pouvez oublier les erreurs ni les échecs, après le recul viendrait le déclin. Ne sous-estimez pas l'enjeu. Je ne me résigne pas, pour ma part, au déclin de mon pays. Il est temps de mettre fin aux faux semblants. Il est temps de prendre un nouveau départ. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. À l'origine de cette décision, il y a avant tout la confiance que beaucoup d'entre vous me témoignez. Vous me connaissez. Comme tout le monde, j'ai mes qualités et mes défauts. Mais je ne suis pas un spécialiste de la virevolte. Je n'ai jamais fardé la réalité. J'ai toujours agi avec loyauté. Je suis un homme d'ouverture. Je n'ai pas l'esprit de parti. Je veux un État impartial au service de tous. Si vous m'accordez votre confiance, nous traiterons ensemble les questions essentielles dont dépendent notre avenir et l'avenir de nos enfants. La vitalité de la famille, la qualité de l'éducation, le renouveau de la recherche et de la technologie, le poids des impôts, la garantie de la protection sociale, le drame humain de la pauvreté et de la solitude.
Nous devons faire de la France un pays solide, à ce niveau de salaire et d'emploi élevé, à monnaie forte. Ensemble, nous travaillerons pour que notre vieux pays de liberté renforce sa cohésion par la solidarité, par la justice, et qu'il retrouve le sens profond du civisme et du patriotisme. Ensemble, nous ferons de la France l'artisan d'une véritable union économique, monétaire et politique de l'Europe. À cet instant, je pense à mes rencontres avec les Françaises et les Français de la métropole, de l'outre-mer et de l'étranger. Je pense à mon île natale, La Réunion. Je pense à cette ville d'où je vous parle, à Lyon, qui m'a élu. M'adressant à chacune et à chacun d'entre vous, je dis, il est temps de faire confiance à la France et aux Français. Si vous le voulez, ensemble, nous ferons une France forte et fraternelle. À 3 mois, jour pour jour, de l'élection présidentielle, Raymond Barre est donc le deuxième candidat de la majorité à entrer en lice après Jacques Chirac. Sa candidature est l'aboutissement d'un parcours singulier, celui d'un universitaire entré tard en politique. Portrait du candidat Barre par Olivier Lerner. Inconnu en 1976, aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Inconnu du grand public, mais connu du sérail. En 1959, un an après le retour du général de Gaulle au pouvoir, Raymond Barre est nommé directeur de cabinet de Jean-Marcel Jeanneney. Il a 35 ans et se fait remarquer. Il a un très grand sens du possible et je dirais du compromis, ce qui pour un homme politique est nécessaire, tout en ayant une extrême fermeté de conviction. Sa conviction, il ne la met pas tout de suite au service de la politique. Il préfère aller à Bruxelles en 1967 pour occuper le fauteuil de vice-président de la commission du marché commun. C'est dans cette salle qu'il fera la connaissance d'un certain Valéry Giscard d'Estaing. 67, 72, 5 années charnières pour Raymond Barre. Le prof, le haut fonctionnaire et l'économiste prend alors une dimension européenne. Janvier 1976, Raymond Barre a 52 ans et pour la première fois, il apparaît sur la scène politique. Raymond Barre entre dans le gouvernement Chirac pour s'occuper du commerce extérieur. Vous ne resterez pas longtemps à ce poste, lui glisse Valéry Giscard d'Estaing. 7 mois plus tard, Raymond Barre remplace Jacques Chirac à Matignon. Il n'a pas d'étiquette et n'en veut aucune. Jusqu'en 81, Raymond Barre va se battre contre 2 courbes, l'inflation et le chômage. Mais la crise est telle qu'il devient très vite impopulaire. Le verdict tombe en mai 81. 61% des Français ne lui accordent plus la moindre confiance. Valéry Giscard d'Estaing perd l'Élysée, une défaite dont certains giscardiens le rendent responsable. 2 ans plus tard, Raymond Barre réapparaît et affiche, cette fois, son ambition. Je vous dirai que je me sens demander que ça dépend par rapport à qui. Mais je ne suis pas tellement disposé à me sentir second. Non, non, vous ne ressemblez pas à Raymond Poulidor. Son passage au pouvoir va devenir son meilleur atout. D'un Premier ministre entêté, cassant, parfois maladroit, se dessine l'image d'un 3e cavalier de l'opposition. Un cavalier solitaire pendant tout le septennat de François Mitterrand, marginalisé de 86 à 88 par la cohabitation. Le député de Lyon a tissé en coulisses sa toile pour la conquête de l'Élysée. Vous en conviendrez, la candidature de Raymond Barre n'est pas réellement une surprise, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'empêche qu'elle suscite quelques réactions. Voyons cela dans le détail avec Laurent Boussier. Conservatisme mou, hautain et suffisant pour Jean-Jacques Ayran, porte-parole du Parti socialiste. Raymond Barre est le candidat officiel de la France rétro, celle qui tourne le dos à l'avenir. A l'inverse, Jacques Barrot du CDS se réjouit de la clarté, de la détermination et de l'esprit d'ouverture avec lesquels M. Barre a annoncé sa candidature. François Léotard, lui, a réaffirmé que le Parti républicain prendrait toutes ses responsabilités et s'engagerait clairement dans la campagne du candidat de sa famille politique. Pour Bruno Maigret du Front National, il est paradoxal que Raymond Barre puisse présenter sa candidature sous le signe de la lutte contre le déclin,
alors que Premier ministre, il a été l'artisan du recul de la France. Voilà, pour l'instant, pas d'autres réactions, surtout pas de réaction du RPR ni du Parti communiste. Dernière réaction en date, celle de François Mitterrand, qui est actuellement, vous le savez, en voyage officiel sur l'île de la Réunion. Le président s'est refusé à commenter l'annonce de la candidature de Raymond Barre, mais il a estimé que l'ancien Premier ministre l'avait bien servi, entre guillemets, au moment de l'élection présidentielle de 1981. Mes propos, a dit le président de la République, sont rétrospectifs, mais non pas prospectifs. Fin de citation. Alors Paul Amar, on a l'impression que Raymond Barre fait un petit peu comme Jacques Chirac, même mode de présentation, petit message rapide à la télévision, à moins que ce ne soit qu'une apparence. Non, oui, c'est vrai, la télévision plus que jamais fera l'élection présidentielle, ou plutôt l'image que les candidats donneront d'eux-mêmes à la télé fera l'élection. Raymond Barre, comme les autres, l'a compris, il a choisi d'être fidèle à l'image précisément qui est la sienne. Il a choisi la sobriété, la solennité, la gravité même, un décor d'une grande simplicité, un fond bleu clair, pas d'emblème, ni chaîne ni tortue, et des mots-clés solide, confiance, civisme, renouveau fort. Des mots d'une apparente banalité, mais Raymond Barre sait que les Français attendent de leur président qu'il fasse preuve d'autorité, de détermination et d'un certain charisme. Le vocabulaire a son importance, le ton également. Donc de ce point de vue, le député de Lyon a prononcé les mots qu'il fallait prononcer. Mais cela suffit-il à se démarquer des autres candidats qui emploient souvent les mêmes termes? Évidemment non. C'est la raison pour laquelle l'ancien Premier ministre a tenu à se singulariser dès aujourd'hui. Et cette différence qu'il veut faire entendre tient en une phrase. Pendant le septennat qui s'achève, la France a reculé, a-t-il dit, par rapport à ses concurrents. Jacques Chirac aura compris. Raymond Barre n'a pas jugé utile de découper le septennat de François Mitterrand en 2 chapitres. À ses yeux, le bilan économique et social est globalement négatif. Cela donne une idée de l'attitude qu'il compte avoir pendant la campagne électorale. Un exercice difficile pour lui. Comment faire entendre sa propre musique sur une partition que toute la majorité a écrite pendant 2 ans? C'est le pari de Raymond Barre. Merci. Je vous donne rapidement le dernier sondage qui vient de nous parvenir. Jacques Chirac est en hausse. L'actuel Premier ministre progresse de 2,5 points par rapport au mois précédent et atteint 22%, tandis que son rival, M. Barre, baisse de 2 points et n'obtient plus que 21% des intentions de vote. C'est un sondage Sofres. Le président Mitterrand reste relativement stable avec 39% des intentions de vote. Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir pour cette imposante page réservée à la politique. Dans l'affaire Waldheim, le rapport des historiens sera transmis demain matin au chancelier autrichien. Et dans l'immédiat, les échos que nous avons pu recueillir sont différents, à défaut d'être contradictoires. Certains affirment que le document sera très critique à l'égard du président Waldheim. Au même moment, un historien de la commission affirme que M. Waldheim n'a pas dit la vérité, mais qu'il n'est pas un criminel. À Vienne, le commentaire de Gilles Rabin. Peter oder Opfer, victime ou bourreau, ce titre très exagéré d'un hebdomadaire autrichien à sensation montre à quel point l'affaire Waldheim, qui ne quitte pas la une des journaux, bouleverse l'Autriche. Les travaux de la commission des historiens, qui devaient mettre un point final à la polémique, ont au contraire relancé le débat. Le rapport va prouver définitivement que Waldheim, qui prétend depuis toujours n'avoir rien su des atrocités nazies, savait. Je vous dirais tout de suite que si c'était la révélation des documents, nous n'avions pas besoin de faire un déplacement pour ça. Vous le saviez déjà? Nous savions déjà que M. Waldheim savait beaucoup de choses. Waldheim savait, Waldheim a menti. Et les hommes du président qui avaient imaginé pouvoir diriger les travaux des historiens en sont pour leurs frais. Tout le monde sait que nous avons été constitués à l'initiative du gouvernement autrichien et tout le monde sait, il n'y a aucun secret à ça, que ce sont les Autrichiens qui payent notre travail. Ce qu'on a peut-être un peu perdu de vue, c'est que les Autrichiens payent des experts et que ces experts, eux, perdraient leur réputation s'ils ne faisaient pas un travail sérieux. Et par conséquent, si nous sommes payés, nous ne sommes pas achetés, et c'est la différence qu'on a oubliée. Tout simplement. L'affaire Waldheim joue le rôle d'un miroir pour l'Autriche, qui s'interroge aujourd'hui sur les trous de mémoire de son histoire officielle d'après-guerre, autopsie de l'année 38, l'année de l'Anschluss, l'annexion à l'Allemagne nazie. À travers Waldheim, une nation tout entière se psychanalyse. L'Autriche, le pays de Freud, avait oublié de le faire. Il y a quelques minutes, le numéro 1 soviétique, M. Gorbatchev, a annoncé officiellement que l'URSS pourrait commencer le retrait de ses troupes en Afghanistan dès le 15 mai prochain. Un retrait qui dépend plus ou moins de pourparlers afghano-pakistanais qui se dérouleront dans quelques semaines, Georges Bortoli.
Les troupes soviétiques sont prêtes à quitter l'Afghanistan à partir du 15 mai. Voilà ce que M. Gorbatchev annonce ce soir dans cette déclaration lue à la télévision par un présentateur. Alors, une condition à cela, c'est qu'il y ait au préalable accord à Genève. Mais on ne voit vraiment pas pourquoi il n'y aurait pas d'accord, parce que vous savez que pour parler de Genève sont représentés le gouvernement pakistanais, qui est considéré en quelque sorte comme l'ami des résistants, et puis le gouvernement de Kaboul. Alors, si Moscou dit à Kaboul, c'est l'évacuation, on ne voit pas ce que le gouvernement de Kaboul peut dire d'autre. Bon. Alors, la difficulté résidait dans le délai d'évacuation. Maintenant, Moscou dit, nous évacuerons nos troupes à partir du 15 mai dans un délai de 10 mois, ce que tout le monde va juger raisonnable. Cela dit, qu'est-ce que les soviétiques, qu'est-ce que les 120 000 soldats soviétiques vont faire pendant ces 10 mois où il y aura encore des divisions, quelques divisions qui vont rester en Afghanistan? Bon, visiblement faire le ménage, comme on dit, essayer de liquider aussi complètement que possible la résistance afghane pour laisser derrière elle un gouvernement de Kaboul qui aurait une petite chance de tenir quelque temps. Voilà. Cela dit, il faut être tout à fait précis. M. Gorbatchev vient de faire ce soir un pas colossal dans les directions du règlement du conflit afghan. Merci. Dans les territoires occupés, les incidents violents se poursuivent. Aujourd'hui encore, 2 Palestiniens auraient été tués et 5 autres blessés. Après 2 mois d'émeutes, le bilan serait de 52 morts. Cet après-midi à Bonn, les ministres des Affaires étrangères de la communauté européenne ont déploré les mesures répressives prises en Israël. Les chefs de la diplomatie des 12 estiment que ces mesures violent la loi internationale et les droits de l'homme. Sur place, on a l'impression que les positions se radicalisent. Le maire de Jérusalem vient de déclarer que la coexistence judéo-arabe était morte définitivement. Le point avec Jean-Marc Ilouz. Reflux. Ces policiers israéliens tentaient dans ce bus banalisé de prendre à revers leurs assaillants. Lapidés puis incendiés, leur véhicule ne franchira pas le barrage dressé par des manifestants aux portes mêmes de Jérusalem. Aucun signe d'accalmie aujourd'hui dans les territoires occupés. Après le week-end le plus sanglant depuis 2 mois, 3 manifestants tués hier, 2 autres morts de leurs blessures et 2 nouveaux morts palestiniens peut-être dans les dernières 24 heures. L'un tué par balle ce matin, l'autre dans la nuit, après un matraquage par l'armée. Les autorités israéliennes confirment avoir ouvert une enquête. En Cisjordanie comme à Gaza, les manifestations succèdent aux manifestations et aux grèves. Hier, le ministre israélien de la Défense ne cachait pas son pessimisme. À chaque instant, fausses rumeurs ou rancœurs accumulées peuvent provoquer affrontements directs entre Palestiniens des territoires et colons israéliens. En attendant, les hôpitaux comme ici celui de Ramallah ne désemplissent plus. Plus grave, selon des témoignages concordants recueillis sur place par l'envoyé spécial de l'agence France-Presse, médecins palestiniens et blessés de l'hôpital de Bethléem accusent des soldats israéliens d'avoir systématiquement brisé la main droite de jeunes manifestants. Ce soir, l'armée israélienne dément formellement que de pareils actes aient accompagné les violents affrontements de Bethléem. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous appellerons nos envoyés spéciaux sur l'île de la Réunion. Je vous rappelle que le président de la République, François Mitterrand, effectue en ce moment un bref séjour dans l'océan Indien. Le colonel Kadhafi plaide une nouvelle fois pour l'édification d'un grand Maghreb. Avec le président algérien Chadli, il rencontre le numéro 1 tunisien Ben Ali. Entretien dans un lieu symbolique, Sakiet Sidi Youssef, un village tunisien bombardé par l'aviation française il y a 30 ans jour pour jour. Le général Noriega accuse Washington d'avoir voulu envahir le Nicaragua. C'est parce qu'il aurait refusé de participer à cette opération en 1985 que les États-Unis auraient voulu se venger. Vendredi dernier, l'homme fort du Panama a été inculpé de trafic de drogue par un tribunal de Miami. Le nouveau président d'Haïti appelle à la réconciliation nationale. Leslie Maniga a pris officiellement ses fonctions hier. Une investiture sur fond de grève et de réprobation. L'opposition conteste les élections du 17 janvier, marquées par une forte abstention et de nombreuses irrégularités. Un avion s'écrase près de Düsseldorf, aucun survivant parmi les 21 personnes à bord. L'appareil a disparu ce matin des écrans radars peu avant l'atterrissage. On ne connaît pas pour l'instant les raisons de cet accident, le plus meurtrier en Allemagne de l'Ouest depuis 1984. Hasard de l'actualité sans doute. Le jour même où Raymond Barre annonce sa candidature au présidentiel, François Mitterrand effectue un voyage sur l'île de la Réunion, d'où est précisément natif M. Raymond Barre. Les observateurs ont d'ailleurs noté que le président s'était montré très courtois à l'égard d'un élu proche de Raymond Barre, alors que le dialogue était plutôt tendu avec le maire RPR de Saint-Denis de la Réunion. Impression de voyage, signé Rachid Arabe.
Un bel orage tropical cet après-midi sur la Réunion. François Mitterrand a visité sous une pluie battante un village qui abrite une école pour enfants défavorisés. Une école qui résume bien les problèmes de ce département d'outre-mer. Une population très jeune et des inégalités criantes dans la société réunionnaise très touchée par le chômage. Plus d'égalité pour l'outre-mer. Tout au long de la journée, François Mitterrand a repris au bon les slogans lancés par la foule. Pour le président de la République, plus d'égalité, cela passe par une plus grande démocratie. Sous-entendu, il y a encore du chemin à faire pour donner toutes leurs chances aux Réunionnais. Là est le sens du développement de la démocratie depuis qu'elle est née dans notre pays. Et vous avez le devoir de la pousser plus loin, c'est-à-dire de réaliser par la base de l'éducation l'égalité nécessaire qui manque encore dans notre pays et dans un département comme celui-ci. Mais cela est affaire des hommes et des femmes de bonne volonté. Je sais que vous en êtes, monsieur le maire, et je ne trie pas, je ne trace pas de ligne de séparation entre les uns et les autres. Que je vous dirai pour Ces compliments, ces encouragements s'adressaient au maire de Saint-Paul, M. Kassam Moussa, le seul élu musulman de France, un maire qui présente l'autre particularité d'être bariste. Dans l'île natale de Raymond Barre et le jour où le candidat UDF se déclare officiellement, un bariste qui accueille chaleureusement le président de la République, certains Réunionnais n'en croyaient pas leurs yeux. Une première journée en deux teintes pour François Mitterrand. Ce matin, le chef de l'État avait échangé des mots aigres-doux avec le maire RPR de Saint-Denis. Cet après-midi, le président de la République a rivalisé de courtoisie avec le maire bariste de Saint-Paul. Bref, on peut dire qu'à l'autre bout de la terre, la cohabitation marche un petit peu sur la tête. En Angleterre, quelques rayons de soleil dans la grisaille sociale dont nous vous parlons depuis 48 heures. La plupart des marins ont repris le travail ce week-end, mais les revendications sont toujours en attente de solutions. Aujourd'hui, c'est toute la branche, c'est l'une des branches de l'industrie automobile plutôt qui était paralysée. Les 32 000 ouvriers des usines Ford ont cessé le travail. Ils rejettent l'accord salarial de 3 ans négocié entre la direction générale et les syndicats. C'est la première grève chez Ford depuis 10 ans. Le conflit coûterait environ 17 millions par jour au groupe Ford. Problème également dans les professions de santé. Le système britannique est secoué par une crise interne sans précédent. Elle aussi, les infirmiers et les infirmières sont en grève. Les médecins, eux aussi, sortent de leurs réserves habituelles pour alerter l'opinion publique. En toile de fond, quelques coupes sombres effectuées dans le budget de la santé. À Londres, enquête de Jean-Daniel Flézaquier. Sainte-Marie, l'un des plus célèbres hôpitaux londoniens. Ici, le service des urgences accueille 300 patients chaque jour. Des patients comme la petite Natacha qui s'est fracturé le poignet gauche. Pour la maman de Natacha, la facture de la fracture sera de 0 francs. Aucune somme à débourser en effet, car la consultation par le médecin, les radios ou encore le plâtre sont à la charge du service national de santé. Un système qui est entièrement financé par l'impôt. Au contraire de la France, où les patients se répartissent moitié pour le public, moitié pour le privé, 9 Anglais sur 10 fréquentent les hôpitaux publics. Autre différence avec la France, on ne peut aller dans ces hôpitaux qu'après avoir été adressé par le généraliste chez qui on est inscrit. Mais voilà, en ces temps de crise, les gens bougent. Nombreux sont ceux qui sont sans abri, qui n'ont donc pas de médecin généraliste et qui vont à l'hôpital en première intention. Une surcharge de travail pour ces hôpitaux spécialisés. Si nous, spécialistes, commençons à faire le travail de médecin généraliste, nous donnons l'habitude à ces patients de venir nous voir en première intention, au lieu d'aller voir leur généraliste, ce qui nous complique encore plus la vie. Une surcharge de travail dont les hôpitaux se seraient bien passés au moment où le gouvernement britannique décide des coupes sombres dans le budget de la santé. Résultat, il faut économiser sur tout, le matériel et le personnel. Exemple, dans cette maternité londonienne, le service ne peut fonctionner que grâce aux élèves sages-femmes qui sont actuellement en stage. Le système public est donc malade et de nombreux spécialistes sont à son chevet car personne ne veut voir disparaître une structure fondamentalement égalitaire. En Grande-Bretagne, nous avons un service de santé qui a une qualité essentielle. C'est celle de fournir à chacun, quel que soit l'endroit où il vive, des soins de qualité et un accès égal à ces soins. Et cela nous semble suffisamment important pour que nous nous battions pour le préserver. Les médecins se battent donc aujourd'hui pour assurer à ces nouveau-nés qu'ils auront toujours accès à un système de soins le plus juste possible. L'opinion publique est derrière eux et cette fois-ci, la dame de fer pourrait bien plier.
En France, épilogue des États généraux de la sécurité sociale. Le Premier ministre vient de demander au Conseil économique et social de se prononcer sur les propositions contenues dans le fameux rapport des sages. Jacques Chirac ne fixe pas de date, mais il souhaite une réponse dans les meilleurs délais, sans doute avant l'été prochain. Dès mercredi, le CES désignera d'ailleurs un rapporteur. Monsieur Yvon Chotard, ancien président du CNPF, pourrait être désigné. Son nom a déjà été cité. Les chiffres du jour, la bourse de Paris en baisse malheureusement, moins 0,38% aujourd'hui en clôture. C'est la première baisse depuis le 29 janvier. Matra par contre à la hausse pour sa première cotation à la bourse de Paris. Depuis sa privatisation, leur privatisation plutôt, les actions Matra ont été cotées 123 francs. Je vous rappelle que les actions Matra étaient proposées à 110 francs au moment de la vente il y a quelques semaines. Sans transition, la météo, José, on fait tout de suite le point sur les inondations, a priori. Tout à fait, en image tout de suite. Alors dans le Pas-de-Calais, où la région de Montreuil-sur-Mer est la plus sinistrée, j'attends les images, j'espère qu'elles vont arriver tout de suite. Donc, dans le Pas-de-Calais, où la région de Montreuil-sur-Mer est la plus sinistrée, les pompiers embarquent le boulanger ou l'infirmière et ravitaillent en Zodiac les habitations isolées. Dans la vallée du Loir, qui déborde, mais moins qu'en 1961, l'eau s'infiltre dans les coteaux de tuffeau et fait s'effondrer les champignonnières. Toutefois, après le répit de ce week-end, l'Île, la Vilaine, la Sarthe et la Mayenne sont en décrue. L'état des autres bassins est stationnaire, excepté pour la Loire, la Seine, le Cher et la Dordogne, toujours en hausse. Mais la plus grande vigilance est demandée cette semaine. D'une part en raison de l'augmentation du coefficient des marées, qui rendra donc plus difficile le déversement du trop-plein des fleuves dans la mer. Deuxièmement, eh bien attention, car beaucoup de pluies sont encore prévues cette semaine et un petit peu chaque jour. Alors demain c'est le cas, beaucoup de pluie et du remue-ménage, un sérieux remue-ménage, vous allez le voir, en raison d'une perturbation qui va passer très vite et donc laisser beaucoup d'agitation derrière elle. Voici la carte donc pour demain à la mi-journée. Le matin, une tempête abordera les côtes de Bretagne, la pointe de Bretagne et la Manche, avec des vents qui souffleront en moyenne à 100 km à l'heure. À la mi-journée, le gros de ces pluies sera situé sur une zone allant de l'Aquitaine, des Pyrénées, jusqu'à l'Alsace, la Lorraine et les Ardennes. Chute de neige abondante encore demain en montagne. Attention, avis d'avalanche en Savoie et Haute-Savoie et pour quelques jours encore. Après son passage, cette perturbation laissera donc beaucoup d'agitation, quelques éclaircies ça et là, des averses, mais des vents forts. Les températures, on reste dans la douceur avec 6 degrés sur le nord-est, 9 degrés à Rennes, sur la moitié sud, 7 degrés à Limoges, à Clermont-Ferrand, 12 à Nice, à Marseille et à Perpignan. Enfin 14 degrés en Corse. Demain mardi 9 février, ce sera la Sainte-Apolline, qui est un bien joli prénom, je trouve. Tout à fait. Prochain rendez-vous d'information, 21h50. Jean-Louis Missica et Dominique Volton vous proposent une rencontre avec Monseigneur Lustiger. Vers 23h10, dernier journal, présenté ce soir par Hervé Claude. Demain, 6h45, réveillez-vous avec Télématin. À 7h, 7h30 et 8h, vous retrouverez Catherine Sellac et Marc Hautement pour vos premiers journaux. À 7h45, Gilles Leclerc recevra Richard Wonia, qui est président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement polonais. À demain 20h, excellente soirée sur Antenne 2. Je vous rappelle que demain soir, dans le journal de 20h, Raymond Barre sera notre invité. Bonsoir.